Salut à toutes, salut à tous, bienvenue en Belgique sous le soleil belge. En effet, vous ne rêvez pas, il fait beau aujourd'hui pour Bruges-La Panne, la classique. C'est pas la plus connue évidemment, mais ça reste une course World Tour d'un jour, très prestigieuse à remporter. Après le festival qu'on a eu sur Milan-San Remo, ça devrait être un peu moins spectaculaire quand même aujourd'hui, puisque c'est une classique pour sprinteurs. Le parcours étant absolument plat. Il suffit d'ailleurs de regarder les anciens vainqueurs pour se rendre compte que c'est difficile pour des non-sprinteurs de s'imposer. Jasper Philipsen est le double tenant du titre. Il s'est imposé en 2023 et 2024. Auparavant, c'était Tim Merlier qui s'y est imposé en 2022. Sam Bennett en 2021. Yves Lampaert avait réussi à s'imposer en solitaire en 2020 dans des conditions assez terribles avec un vent qui soufflait alors. C'était presque une tempête. Ancien vainqueur encore Dylan Groenewegen en 2019 et Elia Viviani en 2018. Avant 2018, et c'est un petit peu particulier, Bruges-La Panne, ça ne s'appelait pas Bruges-La Panne, ça s'appelait les 3 jours de La Panne parce que c'était une course à étapes, tout simplement. C'est une course par étapes qui a évolué en 2018 pour devenir une course d'un jour. C'est quand même assez étonnant, assez rare pour être souligné. Et ce n'est qu'en 2019 qu'elle a rejoint le circuit World Tour, qu'elle a atteint le niveau le plus prestigieux. Donc, auparavant, tous les anciens vainqueurs, ils n'ont pas une course World Tour à leur palmarès en remportant Bruges-La Panne ou les 3 jours de La Panne. C'est notamment le cas de Sylvain Chavanel, le seul vainqueur français de cette compétition. C'était en 2012 et en 2013. Il s'y est imposé 2 fois. Mais pour ceux qui sont gagnés en World Tour, c'est donc Groenewegen, Lampaert, Bennett, Merlier et Philipsen qui est double tenant du titre et qui sera là pour tenter de faire la passe de 3. Mais il est pas le seul. La start list, c'est bien simple. Tous les meilleurs sprinteurs sont là, à quelques exceptions près. Il faut dire que le parcours est donc complètement plat. C'est 197 km plat. Il n'y a quasiment pas de dénivelé du tout. Le point le plus haut est à 28 mètres. Donc autant vous dire que ça ne va pas chercher bien loin. C'est une course pour sprinteurs, 200 km de plat. Et Jasper Philipsen aura face à lui fort à faire, et notamment Tim Merlier de la Soudal Quick-Step et Jonathan Milan de la Lidl Trek. Voilà, Philipsen, Merlier, Milan. C'est les 3 gros favoris du jour, mais il y aura plein d'outsiders à côté. On a notamment Olaf Koy de la Visma Lease Bike qui sera là. Il n'y aura pas de Wout van Aert par contre pour l'épauler. Et puis chaque équipe a amené son sprinter. l'Intermarché Venti n'a pas amené William Girmay non plus. Ça, c'est un autre absent un petit peu de marque. Ce sera Gerben Tjersen, leur sprinter. On a Sam Welsford qui sera là pour la Red Bull Boransgro avec son fameux lanceur Danny Van Poppel. La Team Emirates aura Juan Sebastian Molano. La Movistar aura Ivan Garcia Cortina et Luis Allar. Vincenzo Albanese pour l'IF Education Easy Post. La Phil Bauhaus pour la Bahrain Victorious sera là. Et puis on a encore également Dylan Groenewegen et Fabio Jacobsen, les 2 Hollandais. L'un pour la Jayco Alula, l'autre pour la Picnic Post-NL. Côté français, on pourra compter sur Arnaud Desmar. Du côté de l'Arkea BNB Hotel ou Luca Mozzato aussi, qui fait partie de cette équipe qui devrait être le lanceur de Desmar. On a Paul Penouet qui lui roulera pour la Groupama FDJ. À la Cofidis, ce sera Milan Fretin, le leader, avec également Pita Legard comme autre sprinter au cas où. Astana vient avec Davide Ballerini. Et puis on a encore 2 grands noms avec Arnaud Delis de la Lotto et Alexander Christophe de l'Unox Mobility. Bref, ça fait du beau monde. On peut encore citer Alberto Dainese, le coureur de la Tudor. Ça fait un plateau de sprinteurs exceptionnel. Et voilà. Et il ne suffira pas d'être le plus fort aujourd'hui. Il faudra aussi avoir de la chance, être bien placé et s'en sortir le mieux possible, avoir le meilleur train, ne pas se faire coincer. Et alors seulement le plus malin et le plus fort, enfin si évidemment être fort, pourra s'imposer. 24 équipes aujourd'hui, dont 8 équipes Pro Tour invitées. Les équipes invitées, ce sont l'Israël Première Tech, la Lotto, l'Unox Mobility, la Team Flandre Baloise, la Team Total Energy, la Wagner Bazin, la Tudor et l'Unibet Tietema Rockets. Ça, la plupart des équipes, ce sont celles qui voudront plutôt se montrer dans l'échappée du jour, tenter de prendre l'échappée pour montrer les couleurs à l'avant sur une course World Tour. Sur Bruges-La Panne, Brugge de Panne en langue originale, 200 km de plat sur la Belgique et à la fin un vainqueur, un sprinter très probablement, pour la gloire d'une victoire en World Tour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct.
Ça va Marion? Désolée. Et c'est parti. Et on voit directement une attaque là, de 2 coureurs de la fameuse Unibet Tietema Rockets. Cette équipe créée par un YouTuber tout simplement qui détonne un petit peu par son parcours, mais qui commence à devenir... c'est plus une blague, on n'est plus là pris pour une blague, mais maintenant c'est devenu une équipe sérieuse avec des vrais coureurs. Et là on voit 2 de ces coureurs tenter de prendre l'échappée dès le début. Il s'agit de Joren Blom et Artish De Vries qui sont partis. Il y a des coureurs qui le suivent, un coureur de l'Emirates, ainsi qu'un coureur de la... C'était quoi cette équipe? On la connaît pas trop, la Wagner Bazin, et une équipe de la Team Flandre Baloise. Voilà, les petites équipes belges forcément, qui veulent se montrer à l'avant aujourd'hui. Alors qui on a Victor Vercouilly pour la Flandre Baloise et Michiel Lambrecht pour la Wagner Bazin, alors que c'est le jeune Portugais Antonio Morgado pour la Team Emirates qui a décidé de tenter l'aventure devant. Pour l'instant, ces 5 coureurs ont pris un petit peu d'avance. Le peloton qui roule vite, mais ça semble déjà pas mal parti pour ces 5-là. Le premier essai était le bon pour les échapper. Ces 5 coureurs qui sont partis dès le kilomètre 0 en gros. Antonio Morgado, Victor Vercouilly, Michiel Lambrecht, Joren Blum et Artish De Vries. Ils sont partis. On est parti depuis 20 km. On est donc à 180 km de l'arrivée, mais ils ont déjà quasiment 3 minutes d'avance. Ils vont passer probablement une longue journée à l'avant. En tentant de prendre 3 minutes, évidemment, c'est pas suffisant. Il faudrait beaucoup plus pour espérer aller jusqu'au bout. D'autant plus que le peloton derrière va vite. Hein. On ne peut pas dire qu'ils se soient relevés ou qu'ils les laissent partir tranquillement. On voit la Soudal Quick-Step, on voit la Visma Lease Bike, la Lidl Trek rouler et imprimer un rythme assez terrible. On va à plus de 50 km/h en moyenne depuis le début de l'étape. C'est assez impressionnant. 120 km de l'arrivée. Et le rythme soutenu dans le peloton a déjà fait des dégâts avec quelques abandons, dont un abandon assez important, celui de Fabio Jakobsen, le leader de la Team Picnic Post-NL, qui était clairement en méforme. Il n'arrivait pas à suivre le rythme et il a préféré abandonner. C'est quand même une grosse surprise et un gros coup dur pour la Picnic Post-NL. Ils ont encore 2 bons sprinteurs dans leur équipe avec Tobias Lund Andresen et Casper Van Houden. Donc, c'est pas encore perdu pour la Team Picnic, mais ça ne sera pas avec Fabio Jakobsen en tout cas. On a aussi vu d'autres abandons comme Victor Kampenarts pour la Visma Lease Bike, Kelland O'Brien de la Jayco Alula, Noah Van den Brenden pour la Team Flandre Baloise et Alex Kirsch de la Lidl Trek. Ça fait déjà 5 abandons, alors qu'on n'est pas encore en moitié de course. Et le rythme est rapide et du coup, les échappés, ils n'ont jamais eu plus de 3 minutes et l'écart qui descend déjà. On n'est plus qu'à 2 minutes 30 pour les échappés, pour le Portugais Morgado, pour les Belges Victor Vercouilly et Michiel Lambrecht et pour les Hollandais Joren Blum et Artish De Vries. Ils doivent s'employer pour maintenir un écart décent avec ce peloton qui ne plaisante pas. Hein. Et puis on peut noter aussi l'absence de 2 équipes, 2 équipes World Tour qui ne sont pas là. On l'a dit, il y a 24 équipes, 8 équipes invitées et donc seulement 16 équipes World Tour. Et il y a deux équipes qui ne sont pas venues. C'est la Decathlon AG2R La Mondiale et la Ineos Grenadier qui n'ont décidé de ne pas participer à cette Bruges-La-Panne. Il y avait peut-être pas de sprinter qui souhaitait le faire. Pourtant, il y a Sam Bennett, notamment dans la Decathlon, qui est un ancien vainqueur. On aurait pu le voir sur cette course, mais non, ils ne sont pas venus. Par contre, s'il n'y a pas Sam Bennett, il y a d'autres anciens vainqueurs au départ. On a bien sûr Philipsen et Merlier, mais il y a aussi Yves Lampaert qui est bel et bien là, tout comme Dylan Groenewegen, Elia Viviani, mais aussi Alexander Christophe, vainqueur en 2015, et qui est donc également là. Pas de Sam Bennett donc, mais les autres anciens vainqueurs récents sont tous, eux, bien là. 100 km de l'arrivée, les 5 hommes de tête ont à peu près 2 minutes d'avance sur le peloton. L'écart qui n'a jamais été très grand et qui condamne un petit peu leur chance, mais pour autant, ils ne se relèvent pas, ils continuent d'essayer de résister. Ils le font aussi longtemps que possible. On va faire un petit focus sur l'un d'entre eux. Parmi ces 5 coureurs, il n'y a que 2 qui ont déjà remporté une course professionnelle. Il s'agit de Artish De Vries, qui a 1 victoire dans sa carrière, le Hollandais de 28 ans. Et l'autre, c'est Antonio Morgado, le jeune Portugais de 21 ans, qui compte lui déjà 5 victoires professionnelles. C'est donc plutôt sur lui qu'on va se concentrer parce que c'est un futur probablement grand du cyclisme, le Portugais de la Team Emirates. Il a signé à la Emirates l'an passé en provenance de l'équipe de Continental de l'Agence Berman Axeon. Et pour sa première saison, il a fait fort en remportant donc
5 succès. En vérité, il en a remporté 3 seulement la saison passée et 2 déjà cette saison. L'an passé, il a remporté le Giro della Romagna en Italie, une étape du Tour des Asturies et puis le chrono du championnat du Portugal. Et cette saison, il compte donc déjà 2 victoires. C'est dire s'il est en forme. Il avait remporté sa première course, sa course de rentrée sur le Grand Prix Castellón, la route de la céramique. C'était déjà le 25 janvier pour sa première course. Et puis il a également remporté une course au Portugal, la Figueira Champions Classic. Une étape où pas n'importe qui. On retrouvait des coureurs comme Paul Magnier, comme Julien Alaphilippe. Il y avait Romain Bardet, il y avait Joao Almeida. Donc c'était vraiment pas du petit peloton. Et il a réussi à tous les devancer. On l'a vu cette saison sur le Tour de l'Algarve, où il avait terminé 11e du classement général. Et donc aujourd'hui, on le voit un petit peu dans une configuration différente. C'est un vrai coureur de classique, Antonio Morgado. Il est fait pour ses longs efforts, ses échappées. C'est clairement le maillon fort des 5 hommes de tête. On va voir jusqu'où il pourra mener sur les 4 autres coureurs qui, eux, jouent dans des clubs de division Pro Tour et en plus pas les plus connus de la Pro Tour. Ils ne sont pas invités sur toutes les courses comme le peuvent être l'Uno-X, la Lotto ou Israël, la Team Flandre baloise, la Wagner Bazin ou l'Unibet Tietema Rockets. C'est un petit peu une de leurs seules chances de se montrer sur une course World Tour cette saison. Et ils sont à l'avant avec Antonio Morgado, qui est le plus jeune, qui est en gros le moins expérimenté, même si les autres ne sont pas bien vieux. Ils ont Michel Lambrecht et Victor Vercouy, les 2 Belges, ont 22 ans, alors que Joren Blum, lui, a 25 ans. Et on l'a dit, Artich de Vries a lui 28 ans. C'est le plus jeune Morgado, mais c'est le meilleur. Et c'est lui qui donne un petit espoir à cette échappée, même si l'espoir est évidemment très ténu aujourd'hui pour les hommes de tête. Pas de pluie, très peu de vent. D'habitude, cette course peut s'avérer extrêmement difficile, dangereuse, délicate. Et aujourd'hui, c'est presque trop facile. Les coureurs n'ont pas l'habitude de courir comme ça sous un beau soleil, des conditions absolument parfaites. Et on est désormais à 50 km de l'arrivée. Et forcément, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est bien, c'est pour ça qu'il y a 100% cyclisme. C'est pour pouvoir passer tous ces moments où il ne se passe pas des masses. L'écart qui a tranquillement diminué. Ça diminue doucement mais sûrement. Plus qu'1 minute et 10 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête. Derrière, on voit la Lidl Trek de Jonathan Milan, la Visma Lease Bike d'Olaf Koy et la Soudal Quickstep de Tim Merlier surtout roulé. On voit un petit peu moins l'Alpecin de Koenig de Jasper Philipsen. Mais il faut dire qu'on n'est pas sûr de la forme de Philipsen. Lui qui, sur Milan-San Remo, avait dû lâcher prise assez tôt à cause d'une chute survenue la semaine quelques jours auparavant. Il n'est peut-être pas encore tout à fait remis et c'est pour ça qu'on préfère ne pas trop... on préfère laisser les autres équipes travailler en gros. On a donc ces 4 gros favoris que sont Merlier, Philipsen, Koy et Milan. Mais alors qui pourrait tenter de créer la surprise? On pourrait parler de nombreux coureurs, de Dely, de Ballerini, de Demar, Groenewegen, Albanese, Gerben Tiersen, Sam Welsford, Molano. Ils sont tellement nombreux. Alexander Christophe, Dainese. Mais moi, je vais vous parler de Milan Fretin. Voilà, parce que c'est clairement pas le plus connu. Mais c'est un Belge, déjà, qui joue à domicile. C'est le leader, aujourd'hui, de la Cofidis, le sprinter belge, qui n'a que 24 ans, qui est un ancien de cette team Flandre baloise qui est représentée aujourd'hui à l'avant par Victor Vercouy. Milan Fretin, il a rejoint la Cofidis l'an passé pour sa première saison au niveau World Tour. Auparavant, il évoluait donc au niveau Pro Tour. Et il a fait plutôt une bonne saison avec 2 victoires. Une étape sur les 4 jours de Dunkerque, où il devançait notamment Sam Bennett. Et une victoire d'étape sur le Tour du Poitou-Charentes, où là, il devançait Arnaud Desmar, ou encore Soren Verenskold. Donc des bons résultats. Et P.O.P. Cette saison, il est quand même pas mal. Puis il compte déjà 2 victoires aussi cette saison. C'est pour ça un peu qu'on en parle aujourd'hui. On se dit qu'il est en forme. Il a égalé son nombre de victoires de l'an passé après seulement quelques mois. Il avait remporté la Classica de Almeria en Espagne, devançant des coureurs comme Arnaud Dely ou Alberto Dainese. Des coureurs qui sont encore là évidemment aujourd'hui. Et puis il a remporté une étape du Tour de l'Algarve. Là, il s'imposait devant Jordi Meeus, Filippo Ganna, Arnaud Dely, Binyam Girmay, Wout van Aert, Casper Van Onden, John Degenkolb. Donc voilà, que vraiment des gros noms. Et Milan Fretin les avait battus au sprint. C'est donc un potentiel outsider aujourd'hui, de potentielle surprise pour ce jeune Belge. On l'a vu, il a fait que des top 10 quasiment depuis son début de
Depuis le début des classiques, il a fait 10e de Kurn-Bruxelles-Kurn, 4e du Grand Prix Criquet-Lyon, 5e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, 4e de la Danilit Norker Corse et 9e de la Breden Corkshide Classic. C'est que des classiques belges qui se terminent au sprint. Et il a toujours été dans les 10 premiers, tout simplement. Il en a fait 5. Il a fait à chaque fois un top 10. Ses autres courses, c'est la Classica d'Almeria qu'il a remporté et le Tour de l'Algarve où il a remporté une étape. Donc il est vraiment en forme, Milan Fretin, et aujourd'hui il sera forcément, il va tenter au moins d'aller chercher, évidemment la victoire ça paraît incroyable, mais un top 10, pourquoi pas un top 5, un podium, et puis avec des circonstances de course un peu favorables, pourquoi pas une énorme surprise pour Milan Fretin de la Cofidis. C'est admirable ce qu'ils font les 5 hommes de tête. On est à 20 km de l'arrivée, ils ont encore 38 secondes d'avance. Ils l'ont perdu donc une vingtaine de secondes là, lors des 30 derniers kilomètres. Et pourtant, c'est toutes les équipes des sprinteurs qui roulent. On voit désormais la Red Bull Boransgro de Sam Welsford, l'Alpecin de Koenig de Philipsen s'y est mis aussi. Et l'écart qui diminue vraiment très très doucement. Alors, il n'y a que 38 secondes. C'est encore assez faible, mais quand même, c'est vraiment une résistance formidable que font ces 5 hommes de tête. Si jamais, par un incroyable miracle, l'un d'eux venait à s'imposer, ce serait vraiment une superbe histoire là, une superbe page de la saison qui s'écrirait. Là, bien sûr, 40 secondes, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Et c'est la première fois qu'il y a de la désentente dans l'échappée. Artige de Vries qui a décidé d'attaquer. Antonio Morgano qui tente de le rattraper. Ils ont travaillé parfaitement ensemble jusqu'ici, mais maintenant qu'on est à 15 km de l'arrivée, 30 secondes d'avance sur le peloton. On essaye des initiatives individuelles, c'est rarement bon signe, mais c'est peut-être la seule manière. Morgano qui n'arrive pas à reprendre. Artige de Vries qui est parti, il va attendre que les 3 autres le rattrapent. Et ils sont désormais 4 à la poursuite de Vries. 10 km de l'arrivée, De Vries toujours seul en tête, il a une quinzaine de secondes d'avance sur ses 4 anciens compères d'échappée que sont Antonio Morgano, Victor Vercouy, Michael Lambrecht et Joren Blum, son collègue de l'Unibet Tietema Rockets. Et le peloton est toujours à 30 secondes derrière. Désormais, c'est a priori un mano à mano entre le peloton et cet homme-là, car je pense que les 4 autres derrière, même si on voit Morgano tout tenter pour essayer de revenir, ça va être peine perdue pour ces 4-là. Il ne reste plus que De Vries comme adversaire du peloton. 5 km de l'arrivée et il tient encore bon, Artige de Vries. C'est formidable, il a 15 secondes d'avance sur le peloton. Et... oh, il y a une chute là. Oh, il y a une chute avec beaucoup de coureurs. Beaucoup de coureurs de la Tudor, des coureurs de la Cofidis. C'est la première vraie chute, mais elle a emmené du monde. Il y a notamment le leader de la Tudor, Alberto Danese, qui vient de tomber. À 5 km de l'arrivée, ça sera trop compliqué. Il y a un coureur de l'Alpecin qui est allongé. Coureur de la Cofidis aussi, c'est Damien Touzé qui est là. Des coureurs des équipes belges aussi là. Coureur de la Flandre baloise, un autre de la Wagner-Bazin. Il y a au moins 6-7 coureurs à être tombés dans un virage. Ils ne pourront pas participer. Il y a un coureur qui a l'arcade en sang. On a Yuri Holman pour l'Alpecin de Koenig qui est allongé par terre. Il semble que c'est Jules Esters pour la Flandre baloise qui est aussi tombé. C'était plutôt sur la fin du peloton, donc le peloton est encore bien groupé. La plupart sont encore là. Il y a quelques coureurs qui ont été quand même retardés, qui vont devoir faire un gros effort pour rentrer. On voit bien 30-40 coureurs un petit peu éparpillés, qui sont loin de la tête du peloton. Et on est à 4 km de l'arrivée désormais, donc forcément ça va être très compliqué pour tous ces coureurs qui ont été soit pris, soit ralentis par la chute, de participer à l'emballage final. Pour l'instant, De Vries a toujours 10 secondes d'avance. Forcément, là, le peloton, il ne peut pas attendre ceux qui sont tombés s'ils veulent rattraper De Vries. Et qu'est-ce qu'il y a ? On voit encore des coureurs... il y a une autre chute, là. Des coureurs de l'Intermarché Venti. Adrien Petit, Taco van der Horn. Il y a une autre chute, là. Alors, est-ce que c'était des coureurs qui tentaient de revenir ? On ne les a pas vus tomber en direct. Ça devait être assez loin dans la course. C'est très nerveux. Et là, c'était que des coureurs de l'Intermarché Venti. J'ai l'impression qu'ils sont tous tombés un petit peu ensemble. J'ai pas vu si Gerben Tiersen faisait partie de ceux qui avaient chuté, qui est leur favori, qui est leur sprinter aujourd'hui. On vient de passer la ligne des 3 km de l'arrivée. Artige de Vries qui résiste, il a plus que 6 secondes. Ah là là, c'est voué à l'échec encore une fois, c'est terrible. Mais voilà, il a pas abdiqué. Il tentera jusqu'au bout. On voit le beau train de la Lidl Trek, un bon train aussi pour la Soudal Quick Step. Et De Vries, ça y est, 2,5 km, il est repris. Il fait un grand geste du bras pour dire j'aurais tenté.
Non, on voit l'Israël Première Tech qui a aussi un joli train. Travaille peut-être pour Hugo Hofstetter. Ils ont aussi, c'est Riley Pickrell, leur sprinter, leur leader attitré en tout cas. La Picnic Postenel, ils ont plus Jacobsen, mais ils sont quand même devant. Et oh là, encore une chute là. Ouh, par contre, celle-ci, elle était en haut du peloton. Oh lolo, encore un coureur de la Tudor, des coureurs de l'Arkea, de la Lotto, de la Cofidis. Oh là là, ils sont 7 ou 8 là, à être par terre. Un coureur qui frappe le sol, il a l'air de s'être fait mal, un coureur de la Cofidis encore. Ah, c'était Milan Fretin. Ah bah, c'était mon outsider. Ah bah non. Ah là là, il est tombé, Milan Fretin. Ah ouais, c'était haut dans le peloton. Et du coup, c'est forcément des favoris, des sprinters qui sont tombés. Ah là là là, c'est pas possible. Là, 3 chutes dans ces kilomètres. Et là, le peloton est forcément, ils sont plus qu'une trentaine, 40. Ah, on voit Arnaud Delis qui a été pris dans la chute aussi. Arnaud démarre aussi. Et là, oh là 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 là, c'est de l'élimination. Delis, démarre, Fretin, ils ont tous été pris dans cette chute-là. Et pour l'instant, c'est Astana qui mène le peloton alors qu'on approche de la flamme rouge. Ils sont plus que 40. La chute a eu lieu très haut dans le peloton. Tous ceux qui sont derrière, ils sont définitivement lâchés. Et encore une chute, mais c'est pas possible. Là, c'est tout le monde qui est tombé. Mais c'est pas possible. Là, on voit Tim Merlier par terre. Mais là, mais il n'y aura plus personne dans le peloton. C'est pas possible. Ah, c'était au tout début du peloton. J'ai vu que Tim Merlier parce que là, on est dans l'emballage. Il y a des coureurs échappés de partout. Mais qui va rester? Mais est-ce qu'il y a encore un peloton d'ailleurs? On nous montre 2 coureurs. Non, là, ça y est, il y a un peloton. Vous voyez 2 coureurs de la Groupama. Mais en fait, c'est 2 coureurs qui sont retardés. Ils sont plus que 20 dans le peloton en gros. Alors, qui reste? C'est le coureur de l'Emirates là qui lance de très loin. Mais c'est Jason Molano qui lance, mais il n'y a personne qui le suit. Et forcément, il n'y a plus de train, c'est complètement désorganisé. Il ne se passe plus rien. Le coureur de la Noé, c'est Alexander Christophe qui est encore là pour lancer. Jonathan Milan, lui, est toujours là. Mais il n'y a plus de train, c'est n'importe quoi. Mais il a attaqué dès 500 mètres, notre ami Molano. Et pour l'instant, ça tient pour Molano. Derrière, c'est Jonathan Milan qui tente de revenir. Le coureur d'Enix qui revient. Mais c'est bien Molano qui s'impose. Ouh, à moins que Milan l'ait sauté sur la ligne. C'est Molano qui a levé les bras en tout cas. Ah, il a profité de... Molano, il a l'habitude de faire central puisqu'il est dans la Team Emirates, qui est une équipe qui basiquement se fout complètement des sprints. Alors que là, on voit une image de Tim Merlier par terre. Ouais, il n'a pas pu finir du tout. On espère qu'il au moins s'est pas blessé. Et je disais, Molano, il a l'habitude de se débrouiller tout seul puisque voilà, dans son équipe Emirates, ce qui compte, c'est Pogacar et c'est des courses par étapes. Les sprints, il les fait toujours tout seul. Et il s'est dit que là, il était bien placé. Il a senti l'opportunité, mais il a lancé son sprint. Enfin, c'était même pas une sprint, c'était quasiment le coup du kilomètre, quoi. Il a commencé à 500 mètres de la ligne. Et derrière, il n'y avait personne, il n'y avait pas de train. C'était complètement... Tout le monde cherchait un petit peu où était où. Là, on voit encore une image de Christophe qui est par terre. Donc, c'était pas Christophe qui a fait le sprint, qui a tenté de revenir sur Molano. Milan, lui, était toujours là, mais il n'avait plus Consoni pour l'amener. C'était n'importe quoi. Alors, il y a eu 2 petites chutes au début, au kilomètre 4 et 3, mais c'était plutôt sur la fin. Par contre, les 2 suivantes, là, c'était très haut dans le peloton. On voit encore Olaf Koy là, qui est par terre, qui a aussi été pris dans la chute. Non, mais c'était un carnage total, cette fin d'étape. Et ça a profité à un outsider, à Molano. Emirates, décidément, ils gagnent déjà toutes les courses par étapes. Si en plus, ils se mettent à gagner les classiques comme ça, ils ne vont plus laisser grand-chose à personne, là, hein. Ah, Tim Merlier, on le voit qui est en train de boiter, il rentre dans sa voiture en boitant, il finira même pas la course. C'est dommage, il y a d'autres, évidemment, il y a plein d'autres classiques qui arrivent cette semaine et jusque tout le mois d'avril ensuite. Aïe aïe aïe, mais là c'est incroyable, tout le peloton est tombé, ils étaient plus que 20 à l'arrivée. Et entre ceux qui sont tombés, on va dire, et ceux qui ont été ralentis, ça a éliminé 150 coureurs. Ça a profité au Colombien Molano, qui doit ne pas en revenir lui-même. Allez, des coureurs qui ont été retardés et qui finissent la course à l'instant. Arnaud Delis, Olaf Koy qui finissent évidemment au ralenti. C'était trop tendu, c'était trop nerveux. Voilà. Une course qui était un peu trop facile, pas de vent, pas de pluie. Et du coup, tout le monde avait plein d'énergie sur la fin. Une échappée assez facile à contrôler puisqu'ils n'étaient que 5. Et le problème de ces journées-là où quand tout le monde est encore en forme à l'arrivée, ça donne... ça frotte, tout le monde se bat pour le positionnement et ça finit par faire des chutes. Allez, on revoit le ralenti avec l'attaque de très loin de Molano qui immédiatement il prend 50 mètres d'avance sur tous les autres qui ils attendaient un petit peu de comprendre ce qui se passait, de chercher des coéquipiers. Molano lui s'est dit allez, j'y vais. Derrière c'est Erlen Blikra pour la Uno X qui tente de revenir, il a Milan dans sa roue
Il y a un coureur de l'Astana, c'est Max Canter, je crois qu'il a. Et Milan, finalement, il lance son effort. Il va extrêmement plus vite que les autres. Il revient à fond sur Molano pour le sauter sur la ligne. Mais non, wow, il finit juste derrière. Derrière, on a un coureur de l'IF. C'est Madis Mikkels, l'Estonien. C'est même pas Albanese. On revoit là sur la ligne. Il revenait à une vitesse. Jonathan Milan, il allait 2 fois plus vite que Molano. Mais c'était 50 cm trop tard. Il termine deuxième. Phil Barros était encore là dans le coup. Lui, il n'est pas tombé. Il a pu faire le sprint. Il fait 4e devant le coureur de la Uno X, donc Blikra, qui a tenté de réagir et qui a un petit peu lancé le sprint de Milan. Il finit 5e. Et si on regarde le top 10, on se rend compte qu'il y avait encore quand même quelques sprinteurs qui étaient encore présents. Alors, il n'y avait pas Olaf Koy, il n'y avait pas Tim Merlier, il n'y avait pas non plus Jasper Philipsen, qui avait été retardé, même si on ne l'a pas vu tomber. Il restait donc que Jonathan Milan parmi les favoris, mais il restait aussi Dylan Groenewegen, il restait Sam Welsford et il restait Phil Barros, qui étaient 4 noms qu'on avait cités. On a un groupe au final de 13 coureurs qui est arrivé ensemble, et c'est donc Juan Sebastian Molano qui s'impose, la 26e victoire de sa carrière pour Molano. Il devance Jonathan Milan et Madis Mikkels, qui vient chercher un surprenant podium, le coureur de l'IF Education Easy Post. Il devance Phil Barros de la Bahrain Victorious, Erlen Blikra pour l'UnoX Mobility, ça aussi c'est une surprise. Max Canter pour les DX Astana termine 6e. Alexis Renard pour la Cofidis, lui, était encore là et vient prendre la 7e place. Alexis Renard. Il n'y avait pas de Milan Fretin, mais il y avait Renard. Lorenz Rex pour l'Intermarché Venti termine 8e. Et Groenewegen seulement 9e. Welsford seulement 10e, alors qu'ils avaient quasiment plus d'adversaires. C'est décevant, c'est 9 et 10e place pour Welsford. Luca Mozzato de l'Arkea BNB Hotel, Riley Pickrell pour l'Israël Premier Tech et Davide Bomboy de l'Unibet Tietema Rockets sont les seuls autres coureurs à terminer dans le même temps que le vainqueur Molano. C'est une folie. C'est vraiment une folie ce qui s'est passé, ça tombait de partout. Et les favoris finissent loin. Jasper Philipsen, il a terminé 47e à 34 secondes, donc il n'est pas tombé. Philipsen, il a vraiment juste été ralenti. Verenskold a terminé à 42 secondes. Par contre, les autres, ils sont tombés, ils finissent très loin. Arnaud Delis à 3 minutes 56. Alexander Christophe à 4 minutes 16. Olaf Koy à 4 minutes 44. Arnaud Desmar à 5,28. Milan Fretin, qui était mon favori, termine quasiment dernier. 150e à 7 minutes 34. Le dernier, c'est Yuri Holman de l'Alpecin de Koenig, qui termine à 8 minutes 38. Et puis ensuite, on a vu forcément, avec ses chutes, plein d'abandons. Outre ceux qu'on avait dit en cours d'étape, il y en a d'autres qui se sont ajoutés avec ces chutes, notamment Tim Merlier et quelques autres, comme Niklas Behrens de la Visma Lease Bike, Hub Hartz de l'Intermarché Venti, Mick Van Dirk de la Reboot Bora Hansgrohe, Donovan Grodin de l'Arkea BNB Hotel et Lindsay De Wilder de la Team Flandre Baloise, ou encore le japonais Yui Todome de l'IF Education Easy Post, Nikias Arndt de la Bahrain Victorious, Rune Eregots de la Team Emirates. Voilà tous ces coureurs qui ont été a priori pris dans la chute et qui ont dû abandonner, et celui qui en a profité, le plus malin, on l'avait dit, c'était pas forcément le plus fort, c'était aussi le plus malin, et celui qui a eu aussi de la chance dans ce genre d'arrivée, il en faut, c'est Juan Sebastian Molano de la Team Emirates qui s'impose, lui qui comptait dans sa carrière en World Tour, une victoire sur l'UAE Tour, 2 victoires sur la Vuelta et une victoire sur le Tour du Guangxi. C'est toutefois sa première victoire sur une classique pour Juan Sebastian Molano, le Colombien, qui s'en est sorti le mieux dans cette étape, dans cette course complètement folle dans le final. Quand c'est tranquille toute la journée, en général, c'est très dangereux dans le final. Et cette course n'a pas échappé à la règle. Prochain rendez-vous, prochaine classique, c'est très bientôt, c'est la E3, Saxo Classique. Mais par contre, c'est en Belgique, mais c'est une course un petit peu plus vallonnée, puis avec des secteurs pavés. Il n'y aura donc pas un sprint massif avec tout le peloton comme aujourd'hui. On espère en tout cas qu'il y aura beaucoup moins de chutes. On espère que tous ceux qui sont tombés aujourd'hui vont vite se remettre et seront là pour cette E3 classique. Le prochain rendez-vous, la prochaine classique sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.